Eh bien bonsoir, enfin nous voici revenus après quelques mois d'interruption et nous voilà revenus dans une nouvelle boutique installée au 11 rue de la Varenne en face de la Griffe Noire, la maison mère. Enfin dans une boutique beaucoup plus grande avec beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de BD en présentation, n'est-ce pas Thomas? Ouais, et je serais ravi de vous accueillir, n'hésitez pas à venir. Et bon, on va enchaîner tout de suite sur les nouvelles présentations de la semaine. Oui, ben vas-y, je te laisse commencer. Bon, on va commencer par un manga, parce qu'on a un nouveau rayon manga qui est très joli. Je vous avais déjà parlé l'année dernière des Montagnes Hallucinées, les adaptations de Lovecraft en manga. Et on a enfin l'Appel de Cthulhu, l'œuvre emblématique de Lovecraft, enfin adaptée en manga. Toujours dans un format cuir qui est juste à tomber par terre. Simili-cuir. Simili-cuir, ouais, mais ça c'est très beau, c'est du jamais vu un manga, hein. Et même les éditeurs ont été appelés au Japon pour faire exactement la même couverture sur l'œuvre japonaise, comme quoi en France on fait des choses intelligentes. L'Appel de Lovecraft, excellent. Vrai, et moi qui ne lis pas beaucoup de mangas, je commence à m'y mettre grâce ou à cause de Thomas, hein, parce qu'il faut bien que je m'adapte et que je me rajeunisse un peu. Et c'est vrai que c'est absolument une adaptation sublime de Cthulhu et de Lovecraft, que moi j'ai lu en des temps immémoriaux, hein, au siècle dernier, et c'est vrai de le redécouvrir maintenant dans une version dessinée, c'est absolument superbe, je dois dire. Quand Francis Thurston hérite des possessions de son grand-oncle archéologue, il se retrouve lié à la tragique destinée du vieil homme. D'après ses papiers, le défunt scientifique enquêtait sur une religion étrange, le culte de Cthulhu. Intrigué par ses écrits, Francis reprend le flambeau et se lance sur la piste du culte, au cœur des ténèbres. Retrouvez l'Appel de Cthulhu en manga dans les chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gutanabe. Une collection de récits disponible aux éditions Kiun. En parlant des suites qui sont très sympas, l'année dernière, vous vous souvenez, le comics de l'année, le White Knight de Sean Murphy, et on a enfin la suite. Après toutes les histoires entre le Joker et Batman, on va avoir Azrael. Et Azrael, c'est un grand moment de la bande dessinée, c'est un grand méchant emblématique, sûrement l'une des dernières aventures du Chevalier Noir pour Sean Murphy. Et j'adore, moi. Et c'est sans doute 2 volumes de Batman qu'il faut absolument avoir, parce que Batman, ils en sortent beaucoup. Moi, j'adore, mais il y a des fois des choses qui sont pas forcément indispensables. Et là, ça fait partie des deux titres qu'il faut vraiment posséder pour tout amateur de Batman. C'est vraiment superbe. D'ailleurs, le petit jeu, c'est qu'il y a beaucoup de références au Batmobile, et vous pouvez retrouver dans tous les films et séries de quel Batmobile il a fait. C'est très sympa. Joker has an ancient secret, or an avenging angel, to rattle Gotham to its core. A curse, a birthright, and centuries of lies. Batman, Curse of the White Knight. En parlant de vieux héros, puisque Batman il date quand même des années 30, hein, la première adaptation, ils ont enfin réédité une série et un héros digne de ce nom qui est paru dans les années 60 dans le fameux journal Pilote. Hein. Un héros emblématique de la série, de la bande dessinée belge et puis de la bande dessinée des années 1960, c'est Barbe Rouge. Alors Barbe Rouge, c'était Victor Hubidon, c'était Jean-Michel Charlier, bande dessinée classique, histoire classique, absolument superbe, indémodable, qui ont été réédités dans des intégrales somptueuses. Et puis au fil des années, ça avait été repris par des auteurs qui n'étaient pas forcément au même niveau que ces deux pionniers. Et là, enfin, nous avons une nouvelle adaptation, une nouvelle série de Barbe Rouge qui est à la hauteur pratiquement des pionniers de l'histoire. Alors le dessin n'est pas du tout le même, mais il est particulièrement très beau. Ça ressemble un peu à Mathieu Laufray qui nous avait fait des superbes bandes dessinées sur Long John Silver. C'est adapté pour enfants, pour ados, pour tout le monde. Et c'est vraiment le grand retour de Barbe Rouge, un héros classique de la bande dessinée belge des années 60. Et vraiment, je suis très content que le démon des Caraïbes puisse enfin être revenu dans un format et dans une histoire absolument superbe et un dessin assez renversant, je dois dire. Tu es d'accord? Ouais, et le début de la BD est très bien, il va être pendu au écourt, comme le titre de l'œuvre.
Alors vas-y, qu'est-ce que tu as d'autre à nous présenter là pour les... L'indé du mois, sûrement l'indé de l'année, que j'aime beaucoup. Un nouvel éditeur, Shutdown, c'est de la BD italienne. L'indé, pour ceux qui sont comme moi, ne sont pas forcément toujours au courant, ça veut dire producteur, éditeur indépendant. C'est de la BD italienne qui prend beaucoup de codes sur les mangas. Francis, on part sur l'histoire d'une petite sorcière un jour qui va passer son examen. Le problème, c'est que tout l'été, elle n'a fait que boire des potions, on va dire ça comme ça, et qu'elle n'est pas du tout prête pour son examen. Elle va un jour voler un grimoire interdit et elle va invoquer un démon renard. J'adore en fait le dessin, l'édition, parce qu'on est dans un espèce de faux craft qui est juste à tomber par terre. Et ça fait partie des petites choses très jolies et longue vie à cette maison d'édition qui pour ma foi, c'est la première œuvre qu'ils éditent. Et c'est à peu près pour quel âge On va dire à partir de 14-15 ans. D'accord, très bien. Jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à 77 ans. Et c'est pas un one-shot? Si, c'est un one-shot, justement. Alors un one-shot, ça veut dire une histoire en un seul tome. On n'est pas obligé d'attendre 5 ans pour voir la suite. Exactement. Donc je traduis pour les personnes de mon âge. Je vais vous reparler d'un comics que j'aime beaucoup. Alors là, je vais vous montrer le tome 1, Gideon Fall, mais en fait le tome 4 vient juste de sortir. Moi, ça a été ma lecture de confinement. Pourquoi ? Parce qu'on a un héros au masque et que j'ai trouvé que c'était vachement adapté. Gideon Fall, en fait, c'est un polar très ésotérique, très Twin Peaks, très Stephen King. On va avoir en fait un prêtre qui arrive dans une petite ville du fin fond du Texas et il va y avoir tout un problème dans cette ville par rapport à une grange noire. Et en parallèle de ça, on va suivre un homme dans une grande ville au masque et qui est un obsessionnel compulsif du tri dans les ordures. Et avec ça, on nous fait un polar complètement dingue avec, comment il s'appelle, Andrea Sorrentino. C'est la jeunesse de Thomas, parce que comme il a vécu au Texas et qu'il porte un masque en ce moment, on sait jamais. C'est très adapté, c'était même prophétique cette BD. J'adore le découpage de Sorrentino, Jeff Lemire, un grand maître des scénarios. Ouais. Moi je suis assez fan également, parce que j'aime bien la façon dont l'histoire se déroule, et surtout le montage du dessin et du découpage est absolument... très très bien fait, ça fait un peu penser à du Tarantino, mais en bande dessinée quoi. C'est un peu le même découpage que dans les films de Tarantino, sauf que c'est de la BD. Il y a 4 volumes de parus, et c'est aux éditions Urban Comics. C'est très bien les éditions Urban Comics. Oui, absolument, c'est ceux qui éditent tous les grands comics de la bande dessinée mondiale. Alors moi je vais repartir pour changer un peu dans des bandes dessinées, on va dire un peu historiques, qui sont consacrées à des gens un peu de mon âge. Vient juste d'arriver cette semaine une petite BD chez Grand Angle qui s'appelle Ellis Island. Ellis Island, ça porte son nom, c'était la fameuse île qui existe toujours, qu'on peut toujours visiter à New York, où les migrants arrivaient et on décidait s'ils pouvaient aller à New York, s'ils retournaient chez eux. C'était vraiment la porte d'entrée de tous les migrants qui arrivaient aux États-Unis. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y en avait qui pouvaient être refoulés s'ils étaient handicapés, s'ils étaient vieux, s'ils étaient trop jeunes. Et en fait, ils devaient attendre qu'un bateau les ramène sur Manhattan pour repartir dans la ville d'où ils arrivaient, plus précisément l'Italie. Donc là, le premier tome se passe uniquement sur l'île, uniquement sur ce moment où ils passent la visite médicale, savoir s'ils vont être pris ou pas, et les 2 héros principaux sont bien sûr rejetés, mais je vous raconte pas plus parce qu'on le saura dans le tome 2, et en fait ils vont essayer malgré tout de passer clandestinement sur la grande île, c'est-à-dire sur Manhattan. C'est un très très beau dessin qui rend assez fidèlement l'ambiance et surtout les décors, que moi j'ai visité Ellis Island actuellement, parce qu'on peut le visiter, c'est exactement ça, avec plein d'archives et plein de choses, et le dessin est très, très sympa. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis d'accord, j'ai adoré le graphisme de cette BD. Il est vraiment à la fois classique et à la fois moderne, avec des couleurs qui sont assez... moi j'ai trouvé ça assez joli, assez beau. On a l'impression que c'est des caricatures ou que c'est des dessins comme faisait Poulbeau dans le temps à Montmartre. Je trouve que c'est un peu des dessins comme ça et c'est très original, très bien fait. Alors ça c'est Ellis Island aux éditions Grand Angle, le tome 1. Chez Delcourt, le premier tome d'une très jolie, assez dure série qui s'appelle Les Frères Rubinstein. Donc c'est l'histoire de 2 frères à la fois en France et un qui va être déporté à Sobibor. Donc c'est assez dramatique, mais c'est superbement bien réalisé. L'époque est très très bien reconstituée. Ça se passe de 1927 jusqu'à 1948. Là nous sommes donc
ce qui donne un espoir qu'il y aura une suite après la guerre, ça ne va pas s'arrêter dans les camps. C'est quelqu'un qui va être embauché comme coiffeur, alors qu'il n'est pas du tout coiffeur, pour essayer de s'en sortir, de se sauver. Et en même temps, son autre frère, qui lui, on suit l'histoire parallèle d'un autre de ses frères, qui lui n'a pas été arrêté parce qu'il s'est enfui avant. Donc que va-t-il en advenir? C'est le premier tome, et je crois qu'il y aura seulement 2 tomes, et le prochain paraît dès le mois avant la fin de l'année. Les frères Rubinstein, Sabbat Shalom aux éditions Delcourt, le tome 1 vient de paraître. Le Bel Âge de Merwan, c'est l'auteur de La Mécanique Céleste, qui était un de nos coups de cœur SF de l'année dernière. Grosse surprise sur Le Bel Âge, parce que d'habitude c'est pas du tout mon genre de littérature, et là ça m'a beaucoup plu. Le destin croisé en fait de 3 jeunes filles en fait, qui passent de l'âge ado à l'âge adulte avec tous les problèmes qu'on a. Vraiment, c'est hyper bien fichu. J'adore le dessin de Merwan, j'adore sa façon de raconter les histoires. Ouais, et c'est pas du tout du fantastique comme Mécanique Céleste. Ah non, pas du tout. Là, on est dans quelque chose de très réel, dans quelque chose qui arrive, comment devient-on adulte? Et moi, ça m'a beaucoup parlé cette BD. J'adore la couverture que je trouve très jolie. On est aux éditions d'Argo, et en ce moment, Dargo nous fait des choses très très jolies, et tant mieux. C'est du roman graphique, mais qui peuvent s'adapter à des gens comme moi qui n'étaient pas forcément une adepte de ce genre de BD. Je m'y mets de plus en plus grâce ou à cause de Thomas. Ça plaît à tout le monde, et c'est assez facile de rentrer dans ce genre d'univers de bande dessinée par le biais de ce genre de BD. Kariba. Moi j'ai adoré, c'est de la bande dessinée sud-africaine, la première d'ailleurs que je lis. Et en fait on se rend compte que c'est vachement inspiré Miyazaki. Alors je sais pas si ça vous parle, Miyazaki, le voyage de Chihiro, le château des étoiles, tout ça. Et c'est hyper bien fichu. On va suivre l'histoire d'une petite jeune fille en fait qui développe des pouvoirs en rapport à la rivière et qui va tenter de tout faire pour éviter l'installation d'un barrage. C'est très très bien gratté. Le dessin est vraiment magnifique. Je trouve une des rares BD où je trouve que chaque case est magnifique. Il n'y en a pas une qui est en dessous. Et en plus, ça se passe sur le lac Tanganyika, qui est un de mes rêves de voyage depuis que je suis tout petit. Donc peut-être que je vais finir par y arriver un jour. En ce moment, c'est un peu compliqué. Il paraît que c'est un lac immense où il y a une vie qui se développe et qu'on voit un peu dans la BD en plus. Autour de ce lac qui est vraiment qui couvre je ne sais combien de milliers d'hectares et qui est surtout la frontière entre 5 pays africains. Ça me donne envie d'essayer de rentrer dans ce genre de BD qui allie un peu le dessin, l'originalité et puis les contes africains un peu. Autre grand coup de cœur, l'année dernière je vous avais parlé de Blue au Pays des Songes, et on a enfin le tome 2 qui est sorti. Ouais. Toujours, on se rend compte qu'en ce moment, la BD italienne est vachement inspirée par le Japon, par la Corée, parce qu'on retrouve souvent ce genre de graphisme, et ça aussi c'est très joli. J'adore ce genre de graphisme, toujours aussi bien, Blue au Pays des Songes, on va avoir une... Et ça plaît énormément aux ados et aux pré-ados même. C'est vraiment une série très très facile à vendre quand les mamies ou les grands-parents nous demandent des conseils de bande dessinée, c'est vraiment très très bien, et ça plaît beaucoup aux enfants, parce que des fois les enfants ils se méfient de ce que les grands-parents pour leur faire comme cadeau, comme ils sont assez branchés manga et tout ça, des fois ils sont un petit peu réticents, et là c'est une BD qui allie vraiment il y en a pour tous les goûts et ça leur plaît. Donc, aussi bien garçon que fille. Aussi bien garçon que fille, et ça fait un peu manga, ça fait un peu bande dessinée moderne tout en étant assez classique, donc ça rassure les grands-parents et en même temps ça plaît aux enfants. Alors là, une bande dessinée historique. Ça c'est bien, c'est vrai. Alors il y a un tome qui est sorti juste après le confinement, et comme ils étaient en retard, ils ont sorti le tome 2 là au mois de septembre. Donc comme ça c'est bien, vous avez toute l'histoire en 2 volumes, terminée pour Noël, un cadeau parfait. Alors le banquier du Reich, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de ce banquier qui faisait partie du Troisième Reich à la fondation d'Hitler, et qui en fait était le grand patron de la Reichsbank,
qui a été enrôlé par Hitler avant même qu'il accède au pouvoir et qui est resté malgré tout auprès d'Hitler tout en étant contre lui, tout en étant... alors je connaissais pas du tout ce personnage, en considérant qu'il fallait le soutenir parce qu'en même temps c'était le seul qui pouvait faire quelque chose, mais que lui préférait rester là pour surveiller un peu ce qu'il faisait. Il a fait partie du procès de Nuremberg, il a été gracié, parce qu'en fait, il n'a jamais participé à rien. Il était membre honoraire de la Reichsbank pendant la guerre, alors que Göring ne pouvait plus le voir, ni Goebbels, et qu'il voulait l'éliminer. Et Hitler était toujours réticent, parce que c'était un des seuls qui pouvait lui dire ce qu'il pensait vraiment. Et l'autre le disait, je ne suis pas ce qu'il dit, mais j'écoute ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit n'est pas idiot. Enfin bon, c'est un peu antinomique. Et en fait, l'histoire se passe après la guerre, où c'est quelqu'un des services secrets israéliens qui l'interpelle dans un avion et l'autre va lui demander de lui raconter sa vie et qu'est-ce qu'il a fait. Et on saura à la fin pourquoi cette personne l'a vraiment intercepté et pour quelle raison. Je ne le raconte pas parce qu'il y a une histoire romanesque derrière qui se déroule. C'est absolument passionnant, on apprend plein de choses sur un des aspects de l'avant-guerre, de la guerre. On voit rien de la guerre, c'est justement ça qui est intéressant. Et puis de faire raconter cet homme un peu après, qui est malgré tout resté allemand parce qu'il trouvait que la faute en incombait aux Alliés à cause du traité de Versailles et que tout découlait de ça. L'imbrication des finances allemandes et tout ça d'avant-guerre est super bien expliqué, c'est vraiment très intéressant. Ça s'appelle Le banquier du Reich et c'est aux éditions Glénat en 2 volumes. C'est vraiment un destin hors du commun complètement, qui était passé complètement inaperçu. On continue dans les suites de séries qu'on adorait. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série Renaissance. On a enfin le tome 3, série finie. Moi j'ai adoré cette série. Une série qui nous parle en fait, ça part très classique en fait, une invasion extraterrestre. Mais l'invasion extraterrestre, pourquoi ? Parce que l'humanité s'est mis un pied dans la tombe tout seul. Ce qui est assez actuel, il faut le dire. Et moi j'ai adoré. Voir les 2 pieds. Voilà, c'est ça. C'est un anti-V si ça vous parle cette série. C'est totalement un anti-V. Ah, c'est pas de ta génération pourtant ça. Ah, ça j'ai adoré ça. Oui, c'est un geek, hein, c'est pour ça qu'il connaît. Et voilà, si vous avez aimé V, voilà, c'est totalement l'opposé. Et justement, j'aime bien ce contre-pied. On est un peu comme dans Avatar où c'est les humains le méchant au final. Et il y a quelque chose de ça aussi. C'est une des très belles séries. C'est plus fantastique qu'Heroic Fantasy, quoi. Ça change un peu, quoi. C'est ça qui est bien. J'ai quand même quelque chose à vous parler qui ressemble plus à l'Heroic Fantasy que de la science-fiction, c'est Sa Majesté des Ours. Sa Majesté des Ours, c'est Vatine, c'est Casgrain. Casgrain, c'était l'auteur du fameux Tao Bang il y a des années, on l'avait reçu à la librairie, c'était une bande dessinée mythique. Il est trop jeune, il n'a pas connu. Et là, c'est le premier tome qui sort. Alors vas-y, raconte un peu l'histoire. Une baleine avec un bateau dans la bouche, et en fait, une unité d'ours va aller étudier et va découvrir un humain. Un humain, en fait, c'est des espèces qui ne sont pas du tout dans la contrée. Pourquoi ils ont découvert un humain ? Peut-être parce qu'un ancien magicien est en train de préparer un sale coup. Moi, ça me fait penser à du Game of Thrones, ça me fait penser à du Arthur. Et ils envoient l'humain avec les meilleurs soldats ours dans des contrées, donc c'est un peu une quête, un peu comme le Seigneur des Anneaux, ils vont aller chercher des contrées oubliées pour essayer de savoir ce qui se passe. Le premier tome se termine là, quand ils arrivent dans la fameuse contrée, mais on ne sait pas ce qu'il y a actuellement. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout, c'est pas le dessin, c'est les couleurs un peu passées, un peu qui font un peu du dessin. On a l'impression que c'est des peintures du Moyen-Âge, c'est fait très sombre, très beau, mais c'est absolument somptueux. Et ça, c'est la patte de Casgrain qui a toujours fait ce genre de dessin. Alors, les personnages, c'est des ours principalement et des oiseaux. Ouais. Et c'est vraiment une très très belle BD qui peut se lire pour petits et grands parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de sexe, il n'y a rien. Donc ça peut se lire même à partir d'11-12 ans. Pour tous ceux qui veulent vraiment comprendre ce qu'est la beauté dans la bande dessinée, c'est le genre de BD qui est fascinante et idéale et avec une histoire sympa dont on attend bien sûr la suite. C'est son édition. Jeune éditeur aussi, mais qui commence à faire parler de lui, les éditions Comics Bureau. Et Vatine Casgrain, c'est quand même 2 poids lourds de la bande dessinée actuelle.
Ah, je crois que tu avais une bande dessinée de science-fiction qui est absolument indispensable. Je sais pas si vous vous souvenez de Mathieu Bablet qui nous avait fait Shangri-La. C'était une sélection à Angoulême, si je me souviens bien. Ouais, et puis je crois que c'était un prix Griffe Noire aussi. Il revient avec Carbone et Silicium, que je trouve d'ailleurs meilleur que Shangri-La. Oui. On est en fait sur de l'intelligence artificielle. Si vous Ouais. êtes fan d'Asimov, en fait, c'est vraiment fait pour vous. Mm. On va avoir Carbone et Silicium, deux intelligences artificielles créées par une nouvelle entreprise. Et en fait, ces deux intelligences artificielles vont accompagner l'humanité jusqu'à sa chute. Et ça va se passer d'année en année. C'est hyper bien gratté, c'est poétique. Alors, je préviens juste une chose qui n'enlève rien à la qualité, à la beauté de la BD, c'est qu'il faut, quand vous la lisez le soir, il faut être en forme quand même, parce que c'est quand même une BD qui donne beaucoup à réfléchir. Hein. Ah, c'est ça. Je veux dire, c'est un peu comme du Asimov ou la vraie science-fiction ou du Herbert, des choses comme ça. On est dans du très lourd là au niveau de la compréhension, mais c'est absolument Superbe. superbe. C'est quand même réservé à un public plus adulte, on va dire. Hein. Ils ont vraiment, au niveau du scénario, réfléchi vraiment à toute l'historique, toute l'histoire et tout ce que l'intelligence artificielle peut ou pourra faire de bien ou de mal dans le futur. Donc c'est quelque chose d'un peu actuel et qui fait un peu frémir à certains moments, mais qui est vraiment très beau. Ou autre inspiration pour les jeunes, pour Westworld. Si vous avez vu Westworld, c'est carrément inspiré Westworld. Oui, non, moi je suis plus classique, hein, je suis des grands auteurs, hein, je suis désolé. Hein. Mais bon, en tout cas, Carbone et Silicium, ça vaut vraiment le coup de le lire, de prendre le temps de bien saisir. C'est un peu comme quand vous regardez des chefs-d'œuvre en cinéma comme 2001, hein, encore un truc de vieux, mais voilà, ça amène à la réflexion. Jean et Thomas sont tombés vraiment amoureux de cette bande dessinée, qui alors là est vraiment pour tous les publics. C'était comme le slogan de Tintin, la bande dessinée de 7 à 77 ans, c'est tout à fait ça. C'est Pierre Alary qui a ressuscité le mythe de Don Diego de la Vega. Donc c'est pour ça que le livre s'appelle Vega, où on réassiste à la genèse de l'arrivée de Zorro. Et on a 12 ans quand on lit cette BD, c'est-à-dire c'est le genre de BD qui me fait le même effet quand je lisais des Blueberry, c'est-à-dire qu'on peut le lire à 12 ans, on peut le lire à 20 ans, on peut le lire à 50 ans, on a toujours une âme d'enfant. C'est un peu une Madeleine de Proust, et je pense pas qu'il ait fait exprès, mais peut-être quand même, à mon avis. Et c'est une réussite totale au niveau du dessin, au niveau de l'histoire. Donc ça me rappelle tout à fait mon enfance, et c'est vraiment une réussite totale, et on réapprend, je raconte pas l'histoire, pourquoi il est là, et qui est vraiment Zorro, et comment il est arrivé. Non, c'est vraiment une très très belle réadaptation totale, et moderne en plus, du mythe. Hein, qu'est-ce que t'en penses ? Moi j'ai adoré. Moi. Et le dessin est très beau, très chouette, et puis c'est la genre de BD qu'on peut vendre de 8 à 80 ans, quoi. C'est même pas 7 à 77 ans, 8 à 88. Un petit prix découverte de l'année ou un petit prix BD coup de cœur de l'année de la Griffe Noire, je pense qu'on n'en est pas loin, et c'est vraiment, vraiment, précipitez-vous, c'est pas un chef-d'œuvre, parce que faut pas... mais un beau bijou. Je suis d'accord, et c'est toujours chez Dargaud. C'est toujours chez Dargaud. Ils font du bon travail. Ils font du bon travail, et surtout des choses très différentes qui s'adaptent à tous les publics, jeunes, moins jeunes, des nostalgiques comme moi sur des mythes intemporels, et vraiment c'est une belle surprise. À l'occasion du sortie du tome 3 de RIP, Jean avait quelque chose à vous dire. RIP, c'est quoi ? C'est une série mythique de la librairie La Griffe Noire. C'est une série qui comportera 6 volumes et qui raconte chaque tome un des personnages d'une équipe de nettoyeurs de scènes de crime. Donc déjà, le thème est assez glauque, et tu confirmes que c'est quand même assez glauque. C'est noir, c'est sanglant. Et à l'occasion, c'était une série qu'on a vraiment lancée et que les auteurs, pour nous remercier, nous ont concocté des petits ex-libris.
Ils ont fait celui-là pour le tome 1 à 150 ou 200 exemplaires. Derrick. Celui-là pour le tome 2. À Maurice. chaque fois, l'ex-libris correspond au personnage de chaque tome. Et ils viennent de nous faire le tome 3. Là, nous ne l'avons pas pour l'instant parce que pour l'instant, il est parti en signature. Mais à cette occasion de la signature, pour le tome 3, ils viendront le dédicacer le 5 décembre. Les ex-libris sont en vente au prix de 4,20 € ou 4,20 € ou 4,50 € et 3,20 € si jamais vous achetez la BD. Comme ça fait la BD avec l'ex-libris à 20 €. C'est une série absolument sublime, dingue, qui tous les ans a le prix de la meilleure série, parce que pour l'instant on n'a pas trouvé mieux. Ouais. Ce qui est bien, c'est que dès le départ, c'était prévu en 6 volumes, un tome par personnage, Ouais, c'est ça. et qu'on aura la fin de l'histoire. C'est à chaque fois l'histoire vue à travers un des personnages qui est raconté, qui est reprise, et on aura, je pense, à la fin la totalité de l'histoire terminée au bout du tome 6. C'est original, c'est noir, c'est glauque, c'est drôle en même temps, c'est absolument unique dans les annales de la BD, un thème pareil, un sujet pareil, et une originalité pareille. Donc précipitez-vous, parce qu'il vient le 5 décembre dédicacé. Et à propos de dédicaces, un petit peu avant, c'est-à-dire le mois d'avant, c'est-à-dire le samedi 7 novembre, nous aurons le grand Liban, et le sympathique Johann Sfar qui viendra dédicacer ses livres, à savoir La chanson de renard qui vient de paraître aux éditions Gallimard, et le nouveau tome, ça c'est le numéro 1 de sa fameuse série Le chat du rabbin. Alors précipitez-vous, parce que Sfar, c'est pas comme un auteur habituel qui vous fait 20 dédicaces sélectionnées, il faut des tickets, il faut la queue. Vous pouvez venir quand vous voulez, autant de temps que vous voulez. Il en fait une 50aine parce qu'il fait des dessins très, très rapides. Lui, son plaisir, c'est de faire partager son travail, sa bonne humeur, ses connaissances, sa passion, film, cinéma, bande dessinée, roman, avec les gens. Sa passion première, c'est de parler avec les gens. Il est absolument adorable à ce niveau-là. Il vous parlera peut-être aussi de son film qui vient de sortir, Petit Vampire, une adaptation en dessin animé de sa fameuse série Petit Vampire, qui lui est plus consacré pour les enfants. Hein, Oui. m'arrête si Ça marche très bien d'ailleurs. Ça marchera très bien. Donc venez de nombreux, parce que lui, il est là pas du matin jusqu'au soir, mais de 15h jusqu'à la fermeture. Et il est prêt à vous dédicacer plein de livres, donc pensez-y pour Noël, et puis pour vous faire plaisir. C'est le beau cadeau. Et surtout pour rencontrer vraiment quelqu'un qui est absolument, non seulement sympa, mais très intéressant. Bah écoutez, à bientôt, à la prochaine, hein. J'espère le plus rapidement possible, parce que bon, on a eu un peu des ratés cette année, mais comme un peu la moitié de l'humanité, donc j'ose plus donner une date, vous verrez bien, on va faire en sorte d'être là, j'espère le plus rapidement, et puis le plus longtemps possible, avec ou sans masque, nous verrons bien. Allez, bisous, bonne soirée, bonne journée si vous nous regardez le matin, et merci pour tout. Pas de bisous en ce moment, hein, mais bon, c'est pas grave. Avec les gestes barrières.